Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons traiter cet exercice. Il s'agit d'une pelle planche simple, sans triangle. Donc, voici les données. Une pelle planche. OK. De ce côté-là, nous avons le sol à retenir. On dispose d'une charge, une surcharge forfaitaire de 10 kPa. Nous avons une nappe à ce niveau-là. De l'autre côté, nous avons également une nappe. Ça, comme on l'a signalé la dernière fois, c'est la fouille, donc la profondeur de fouille. Et ça, c'est la fiche d'encastrement. Alors, on vous demande d'étudier cette pelle planche. Pour cela, vous avez les étapes suivantes à étudier. Première étape, détermination du diagramme de poussée et de butée, ainsi que la poussée hydrostatique. Ensuite, déterminer la fiche d'encastrement qu'on appelle F. Déterminer la contre-butée C qu'on va expliquer tout à l'heure. Ensuite, pour dimensionner la pelle planche, on va déterminer le moment max. Et pour le choix de la pelle planche, nous avons besoin du moment statique. Donc, on va commencer par la première étape, à savoir la détermination de la poussée. Et là, nous avons vu que la pelle planche, elle n'avait pas un tirant. Donc, c'est une pelle planche encastrée et le point de rotation se trouve légèrement au-dessus de la base. Donc, la déformée, nous l'avons vu la dernière fois. Et de là, nous avons 4 zones de contrainte, 2 zones au-dessus du point de rotation. À droite, nous avons la poussée, à gauche, la butée. En bas, nous avons le contraire, à droite, la butée, à gauche, la poussée. Et on a simplifié tout ce qui se passe en dessous du point de rotation par une force qu'on a appelée la contre-butée. Donc, nous allons déterminer le diagramme de poussée. On va commencer par la partie qui est au-dessus de la nappe. Donc, là, nous allons changer un petit peu les choses. Pour la détermination de Ka gamma et KAQ, KC, nous allons utiliser les tables de Kako et Kirizel. Mais pour la pelle planche, les choses sont plus simples. En général, vous avez le bêta égale 0, le lambda égale 0. Et là, vous avez phi égale 25. Si on estime un frottement moyen entre l'acier et le sol, nous avons delta égale 2 tiers de phi. Alors, ça nous donne Ka gamma égale KAQ égale 0,36. Comment je l'ai fait? À partir de ce tableau, donc je prends delta sur phi égale 2 tiers, mais ce tableau est valable pour le bêta et lambda qui sont nuls. D'accord? Donc, je suis cette ligne. Et là, nous avons deux valeurs. La première valeur qui est au-dessus, c'est la valeur de Ka gamma. La deuxième valeur, c'est la valeur de Kp gamma. Donc, pour 25 degrés, bêta et lambda égale 0, delta égale 2 tiers de phi, je dis la valeur, c'est 0,36. D'accord? Donc, je vais l'utiliser dans mes calculs. 0,36 par 18,7 plus 0,36 par 10. Bien, là, j'ai une remarque à faire. Lorsque je détermine la poussée classiquement, comme on l'a déterminé dans le cas des murs de soutènement, on aura une poussée qui sera inclinée d'un angle delta par rapport à l'horizontale. Cette poussée donc aura deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Mais lorsqu'on analyse les deux poussées, on se rend compte que la poussée horizontale va directement activer la pelle planche. Par contre, la poussée verticale n'aura aucun effet puisqu'elle sera reprise par le sol. Donc, si on suit cette méthode, nous allons déterminer tout un diagramme. Ensuite, nous allons prendre la composante horizontale seulement. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement au niveau de cette expression multiplier par cosinus delta et on aura un diagramme qui va nous donner des résultantes horizontales. Donc, voici l'expression finale. Okay. L'expression de la contrainte classique multipliée par cosinus delta. Et vous allez voir que lorsque je vais dessiner le diagramme obtenu, je vais mettre des résultantes horizontales. D'accord? Donc là, l'expression c'est 6,2 z plus 3,45. Et là, je prends z égale 0, ça donne 3,45. Z égale 1, ça donne 9,65. D'accord? Maintenant, on continue. On passe au niveau de la nappe. Et là, nous avons les mêmes coefficients Ka gamma et KAQ, donc ce n'est pas la peine de les calculer. Par contre, une nouvelle surcharge qui est égale à 10, la première, plus l'effet de la couche, ça me donne 28. L'expression c'est 0,36, donc Ka gamma par
gamma prime 11Z plus 0,36 par 28, le tout cosinus delta. Ça me donne 3,8Z plus 9,65. OK? Donc là, je vais faire de manière classique, je vais calculer de manière classique les deux points correspondants. Un point Z égale 0 et un point Z égale 3 plus F0. Mais lorsque j'entame la poussée hydrostatique, je vais dire que la poussée hydrostatique, dans ce cas-là, elle aura une résultante horizontale. Donc, au lieu de traiter à part la poussée des terres, ensuite la poussée de l'eau, les deux poussées ont la même direction, c'est-à-dire des poussées horizontales. Donc, je vais les assembler dès maintenant. Comment? Au niveau des expressions. Je vais dire sigma prime A gamma plus U. Ça me donne l'expression qu'on avait trouvée, plus 10Z, et le résultat final, c'est 13,87 plus 9,65. Et là, je calcule deux points qui sont Z égale 0, donc sigma égale 9,65. Z égale 3 plus F0, ça donne 51 plus 13,8 F0. Pour la butée, c'est la même chose. OK? Donc, on va écrire l'expression et on va multiplier par cosinus delta et on va rajouter la poussée de l'eau. Pour les valeurs de Ka gamma, KAQ, KAC, nous avons dit déjà que le KAQ, nous allons le supprimer, plutôt le Q, nous allons le supprimer par mesure de sécurité et on va déterminer, donc dans ce cas-là, Kp gamma. Kp gamma, nous allons le déterminer à partir d'étapes, mais là, je fais attention. Lorsque je suis dans un état de butée, le delta, il est négatif et non positif. Donc, voici le tableau. Voici le tableau de Kaku-Kerisel qui m'intéresse. Donc là, je vais vers cette ligne avec delta sur phi égale moins 2 tiers. Et hop, deuxième ligne pour Kp gamma. Et pour phi égale 25 degrés, je lis la valeur, c'est 3,61. Donc, avec 3,61 et l'expression de K gamma, Kp gamma, donc 3,61 par 11Z plus 0 plus 0 cosinus 2 tiers de phi plus 10Z. Mais là, nous avons un petit problème, lequel, c'est qu'on doit introduire une notion de sécurité. C'est une philosophie qu'il faut suivre et il faut voir qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Donc, en général, la poussée et la butée sont deux états limites de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sol, il est près de la rupture. Donc là, c'est très dangereux de concevoir une structure à l'état limite de rupture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une sécurité. Comment? Il y a deux manières de faire. Ou bien, on majore les actions, ou bien on minore les réactions. Dans notre cas, quelles sont les actions et les réactions? Dans notre cas, l'action, c'est la poussée, donc on a intérêt à augmenter la poussée, ou bien la réaction, c'est la butée, on a intérêt à diminuer la butée. Alors, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? On adopte la deuxième solution en diminuant la butée. Comment? En divisant la butée par un coefficient de sécurité égal en général à 2. D'accord? Donc, voici l'expression de la butée que j'obtiens. Donc, 361 par 11Z. Là, je multiplie par cosinus delta pour avoir la résultante horizontale et je divise par 2. Ce 2, c'est le coefficient de sécurité. Et là, je rajoute l'effet de l'eau, 10Z. Alors, pourquoi je ne prends pas une sécurité sur l'eau? Tout simplement parce que l'eau, c'est une poussée dans le sens inverse du déplacement. D'accord? Ce n'est pas une réaction claire, c'est une poussée, mais dans le sens inverse. Donc, on va l'attribuer du côté de la butée. Sinon, il y a une autre explication, c'est que en général, pourquoi on prend une sécurité, c'est par méconnaissance. Lorsqu'on connaît de manière un petit peu pas claire, on soulage ça par des coefficients de sécurité. Et plus on connaît mal les valeurs, plus le coefficient de sécurité est important. D'accord? Donc là, on n'a pas besoin de prendre une sécurité sur 10Z. Pourquoi? Parce qu'en général, on peut déterminer la poussée de l'eau de manière exacte. Résultat final, sigma P égale 29Z. Donc Z égale 0.
sigma P égale 0, Z égale à F0, sigma P égale 29, F0. Donc voici le diagramme que j'obtiens. Pardon. Donc une poussée, une butée, tout ce qui se passe en dessous du point de rotation, je le remplace par une contre-butée C. Là, et les valeurs qu'on avait trouvées sont mentionnées ici. Donc, lorsque je décompose mon diagramme, j'obtiens ici P1, P2, P3, P4, P5, P6 et C. Alors, là, j'ai une petite remarque. J'aurais pu prendre P1, P2, ensuite P3 jusqu'à la base et P4 jusqu'à la base, j'aurai 4 poussées au lieu de 6. Mais là, c'est pour simplifier mes calculs. Vous allez voir que nous allons obtenir des calculs très simples. Là, je séparais tout ce qui est défini de la variable F0. Bien, maintenant, je vais calculer les PI, les B, les C, etc. Donc, voici le calcul. Donc, P1, Y1. Donc, Y1, c'est quoi? C'est la distance entre la poussée et le point de rotation. P2, P3, P4, P5, P6, P7, B et C, c'est l'inconnu, mais le Y, c'est égal 0. D'accord? Alors, vous regardez bien que de P1 jusqu'à P4, j'ai des constantes. P5 et P6, j'ai une relation directe avec F0. Et B, directement une relation avec F0. Alors, nous avons dans ce cas-là deux inconnus qui sont F0 et C. Mais nous avons également en notre position deux équations de la statique qui sont l'équilibre des forces et l'équilibre des moments par rapport au point de rotation. Donc, on peut écrire deux équations pour déterminer deux inconnus. Alors, la première équation, c'est la somme des moments, par rapport au point O. Donc, voici l'expression. Voici le résultat. C'est une équation du troisième degré en F0 qu'on va résoudre. Généralement, une équation du troisième degré va avoir trois solutions. Mais nous avons remarqué que une des solutions, c'est une solution positive et deux autres solutions sont des solutions négatives. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la solution positive et on va rejeter les deux autres solutions négatives. Parfois, on a des solutions complexes qu'on va également rejeter. Donc là, ça nous donne F0 égale 13,3 mètres. Et comme là, nous avons à déterminer également F, on applique la relation forfaitaire qui est préconisée, à savoir F égale à 1,2 F0. Ça nous donne F égale 16 mètres et F0 égale 13,3 mètres. Pour la détermination de C, on utilise la deuxième équation de la statique, à savoir somme des forces, et là c'est somme des forces horizontales égale 0, ça me donne cette expression, et le C, je trouve quelque chose comme 568,5 qui n'entend pas mètre linéaire. Alors, en résumé, la pale planche, on a une fiche de 16 mètres, une fouille de 4 mètres, donc le total, ça fait 20 mètres. Donc, nous aurons une pale planche de 20 mètres. OK? Maintenant, on va chercher à savoir quel est le type de pale planche qu'on va choisir ou bien acheter. Pour cela, nous allons déterminer le moment max, mais tout le monde sait que le moment max va correspondre à un point où l'effort tranchant il est nul. OK? Pourquoi? Parce que l'effort tranchant, c'est la dérivée du moment. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient à notre diagramme, mais on va supposer que le point D, il a un effort tranchant nul et ça correspond également à un moment nul. Donc, je situe le point D à une profondeur X. Donc, qu'est-ce qui change dans le calcul? Le P1, P2, P3 et P4 ne changent pas. Nous avons P'5, puisque ça va être en fonction de X, P'6 et B'. Donc, P'5 égale, c'est contient X. P'6 égale 13,8 X au carré sur 2. Et B' égale 29 X au carré sur 2. Si j'écris l'expression du moment, ça me donne... Plutôt, si j'écris l'expression de l'effort tranchant
égale 0, ça me donne cette expression et qui correspond à deux solutions, une solution négative et une solution positive. C'est-à-dire pour nous, on vient de déterminer le point où l'effort tranchant il est nul et également où le moment il est maximum. Donc je vais calculer le moment correspondant à x égale 8,26 et je trouve un moment égal moins 12,47, c'est-à-dire 1247 kN par mètre linéaire. Le moins, ça n'a pas d'importance, ça indique les fibres tendues et les fibres comprimées. OK? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la condition de résistance, c'est-à-dire quelle est la contrainte dans l'acier. Pour cela, on va dire que la contrainte dans l'acier, c'est le moment max sur I par V. Le I, c'est le moment d'inertie de la pale planche et le V, c'est la distance du centre de gravité vers la fibre la plus éloignée. OK? Mais là, on remplace tout ça par W. Et là, on obtient W doit être supérieur ou égal à M max sur FE limite. D'après les calculs, on va choisir tout d'abord une pale planche de classe S420 ayant F limite égale 420 mégapascal. Ça nous donne W égale 2, à la limite 3, 10 puissance 3 cm3 par mètre linéaire. Et là, on va choisir à partir des tables qu'on va voir tout à l'heure une pale planche de type AZ 27800. OK, AZ 27800, la voici. Elle a un W égale 3100 cm3 par mètre linéaire, c'est-à-dire une valeur légèrement plus grande que celle dont on a besoin. Nous, on a besoin de 3000 cm par mètre linéaire et on a choisi une pale planche avec un W égale 3100 cm3 par mètre linéaire. Une fois ce choix fait, nous avons toutes les caractéristiques de la pale planche qu'on va acheter. Donc, il y a un paramètre très important, c'est la masse par surface. OK? Pourquoi? Parce que le prix d'une pale planche, c'est le prix de l'acier. Et le prix de l'acier, c'est le prix d'une surface à couvrir. D'accord? Donc, voici la pale planche qu'on va choisir. Et voici un paramètre très important, c'est le poids par mètre carré. C'est-à-dire, si j'analyse les choses, cette pale planche sera moins chère, celle-là, et ainsi de suite. D'accord? Alors, sur ce, j'aurai terminé avec cet exercice. Je vous remercie et à la prochaine fois.